Bonjour mesdames, messieurs et merci à tous d'être à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Rendez-vous que nous démarrons bien sûr avec les préparatifs des différents examens scolaires. Le CEP, le certificat d'études primaires, a lieu dans moins d'un mois. Les préparatifs vont bon train. Les autorités en charge du secteur se sont retrouvées à Porto Novo pour le tirage au sort des épreuves sportives et celles artistiques. Tirage au sort effectué bien sûr par les apprenants eux-mêmes. Guillaume Avie et nous, Patrick Nimanvo pour le point. La gymnastique et le grimpé pour les épreuves sportives, puis le dessin pour les épreuves artistiques. Ce sont les épreuves tirées au sort par les apprenants eux-mêmes pour le compte de la session de juin 2017 de l'examen du CEP, le certificat d'études primaires. Un soulagement pour les uns, une surprise qui va demander beaucoup d'entraînement pour les autres. Que ce soit la gymnastique et le grimpé, ou le dessin, c'est des épreuves qui vont demander de votre part beaucoup de réflexion. Je dirais à la limite, beaucoup de sagesse. Le ministre ne s'y trompe pas. À moins d'un mois du lancement du CEP, de nombreux apprenants restent peu familiers à la gymnastique et au grimpé. Le plus dur pour le grand nombre commence peut-être maintenant. Nous sommes partis en début d'année scolaire dans l'option d'améliorer le taux de réussite tout au moins de 20% cette année. La trentaine de jours qui nous restent nous permettra certainement également d'atteindre cet objectif, pourquoi pas d'aller au-delà de 20% d'amélioration. Officiellement, les résultats du CEP 2016 ont affiché un taux de réussite de 39,26% pour tout le Bénin. Mais avant le CEP qui est prévu pour le 26 juin, le 12 et le 19 juin 2017, connaîtront respectivement les examens du BEPC et du baccalauréat. Et quel est le niveau d'exécution des programmes scolaires dans les différentes classes d'examen? Blaise Adankbo et Mathieu Sokenou ont parcouru quelques établissements et voici leur constat. 16 élèves des classes de 3e et de terminale s'activent pour les examens de fin d'année. Mais à quelques jours de la composition, certains collèges n'ont pas totalement fini l'exécution des programmes d'études. Nous avons presque fini. Nous sommes déjà à près de 90% pour l'achèvement des programmes. Et nous avons fait un examen blanc et les résultats ne sont pas très concluants. En principe, les examens, c'est pour l'élève moyen. Et à partir de ce qu'ils ont, ils peuvent valablement faire les examens. Pour cela, ces collèges organisent des séances de renforcement à l'endroit des candidats. Nous avons fait un examen blanc et les résultats ne sont pas très concluants. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire des cours de renforcement. Par contre, d'autres établissements ont fini les programmes et sont désormais à l'étape de révision. On est pratiquement à 2 semaines des examens. Les professions ont fini. Il n'y a plus personne qui sont en train de nager encore dans l'exécution de programmes. Et depuis 2 semaines, on a démarré avec les travaux d'intégration, de révision, d'exercice systématique avec ces classes-là, notamment du 3e et du terminal. Si les encadreurs s'activent, les candidats, eux, ne restent pas les bras croisés. Ils s'apprêtent personnellement. Moi, je prépare mon examen en apprenant. Je vais faire des exercices pour me renforcer. À mon niveau, j'apprends régulièrement les cours parce que sans le cours, on ne peut rien faire. Et j'accompagne les cours d'exercice avec quelques explications du professeur. Personnellement, je suis prête à passer le baccalauréat parce que l'examen blanc nous a permis de nous jauger, chacun de connaître son niveau et d'amplifier encore les révisions à son niveau. C'est un peu de réviser tout ce qu'on avait déjà appris du début jusqu'ici. Genre pour pouvoir encore prendre ce qui est les essentiels dedans. Les essentiels dedans, j'essaie encore de les mémoriser. Et puis je prends les exercices types juste pour encore m'améliorer, me perfectionner. Les parents sont invités à accompagner à leur tour les candidats. J'appelle les parents pour qu'ils puissent accompagner ces candidats-là. Nous, à l'école, on leur prodigue tous les conseils nécessaires, mais si à la maison,
il n'y a pas le suivi des parents, ça ne peut pas marcher. Nous allons également leur demander de les aider à se débarrasser de tout ce qui peut les empêcher, c'est-à-dire les mauvaises compagnies, aller, je ne sais pas, en boîte, au cyber, être accroché au portable, etc. Il faut que les parents les aident. Enseignants, candidats, chacun de son côté maximise ses chances pour rehausser cette année le taux de réussite à ses examens, contrairement à l'année dernière où il était catastrophique. Parlons encore un instant d'éducation. C'est presque une célébration de la langue allemande à Azové. L'Association culturelle des langues étrangères et nationales a organisé la 5e édition de la promotion de la langue allemande. Comme chaque année, les meilleurs élèves du concours dans cette langue étrangère ont été récompensés. Reportage. De jeunes élèves de Koufo ont récité avec aisance des poésies en langue allemande, des chants et plus encore une pièce de théâtre. Le grand public d'Azové venu n'y a pas compris grande chose, mais est resté très admiratif. Même l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin, après l'exécution de l'hymne national de son pays, s'est levé pour serrer la main des élèves. L'un des artisans de ce travail, c'est cet homme, Léonard Kwesivi. À travers nous, nous pouvons affirmer qu'il y a des jeunes qui ont décidé de chercher, fouiller et maîtriser une autre langue que la leur pour le développement de la nation. Les langues étrangères rapprochent les peuples. Elles constituent un vecteur de développement et les élèves doivent saisir toutes les opportunités, a martelé le préfet de Koufo, Christophe Mengbedji. Quant à l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin, heureux de cette initiative qu'il promet de continuer à soutenir, il commence son intervention par une chanson d'un célèbre artiste allemand que les élèves ont préalablement cité. La 5e édition de la promotion de la langue allemande est passée dans les annales de l'histoire. 1000 candidats ont composé pour cette édition. Les 5 meilleurs de chaque commune ont été distingués. Autre information non moins éducative, après Parakou, la Commission nationale de l'informatique et des libertés va au contact de la jeunesse universitaire de Natitengu. L'objectif est double. D'abord, présenter la structure créée en 2009, puis sensibiliser les participants sur la protection des données personnelles et les conséquences de l'utilisation non rationnelle des nouvelles technologies. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé pour le reportage. Composée de 11 membres issus de différentes catégories socio-professionnelles, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, veille à ce que l'informatique soit au service du citoyen et ne porte atteinte à l'identité humaine, à la vie privée, aux droits de l'homme, aux libertés publiques individuelles ou collectives. Nous intervenons au niveau de la fiscalité, l'administration publique, les e-services, vidéosurveillance et biométrie. Les TIC. Les gens sont habitués à mettre le profil de leurs enfants, par exemple, pour suivre WhatsApp. Si cet enfant-là grandit un jour, il peut vous poursuivre. 3 communications ont été présentées aux participants, notamment Internet et protection des données personnelles, la cybercriminalité et le rôle du commissaire du gouvernement près la CNIL. Moi, j'ai été assez émerveillé par la réaction des uns et des autres. D'abord, à la fin, il y a eu un silence et j'ai présumé que les uns et les autres étaient en train de penser à toutes les bêtises qu'ils ont laissées sur Internet et comment rattraper. Mais c'était tard. Mais nous avons constaté quand même que le souci de mieux comprendre et de savoir se comporter à l'avenir, c'est ce que nous avons tiré des questions qu'ils ont eu à poser pour mieux comprendre ce que c'est et savoir se comporter. Visiblement, la rencontre a accouché d'une montagne. Les conséquences de nos actes sur les réseaux sociaux, les photos publiées, les statuts publiés. On ne savait pas vraiment les risques qu'on prenait, mais maintenant il y a beaucoup de choses à travers leur communication. Je suis très satisfait de cet entretien parce que ça nous a permis de mûrir quand même notre réflexion. Tout citoyen peut saisir la CNIL. Les membres de la CNIL ont un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
Il se déroule à Cotonou un atelier de formation sur la libre circulation des personnes et les manuels de gestion des frontières pour les États membres de la CEDEAO. Du 29 mai au 1er juin prochain, les participants se focaliseront sur les techniques communes de gestion d'immigration. Cécile Oundé et Petroni Lokoso nous font le point. Depuis quelques années, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, travaillent pour améliorer leur système sécuritaire dans cet espace sous-régional. Ils entendent désormais adopter le même processus de régulation et de gestion de la migration. Ceci pour mieux combattre la criminalité transfrontalière et faciliter la libre circulation des personnes. C'est ce qui justifie la tenue de cette formation des acteurs concernés. Cette formation s'inscrit dans la continuité des réalisations importantes de la Commission de la CEDEAO en matière de libre circulation des personnes, notamment la carte nationale d'identité biométrique, la carte brune d'assurance et la promotion des politiques migratoires dans les États membres. Ces réalisations ont été initiées pour contribuer à la mobilité, améliorer l'architecture sécuritaire, faciliter la mobilité professionnelle et favoriser l'intégration régionale au sein de notre espace commun. Les 4 jours de cette rencontre vont permettre aux participants de s'approprier le manuel commun de gestion des frontières. Le présent atelier a précisément été organisé pour donner des outils aux États membres de la CEDEAO et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la gestion de la question migratoire. L'Union européenne soutient cette initiative de la CEDEAO et encourage l'insertion de ce manuel dans vos pratiques nationales. Les résultats de ces travaux seront intégrés au manuel de formation régionale pour la sécurité des frontières. Il sera présenté et validé par les chefs de l'immigration de la CEDEAO d'ici juin prochain. Des victimes des opérations de déguerpissement de la ville de Porto Novo, soutenues par les ONG CONARAB et CRADES, ont marché dans les rues de la capitale en fin de semaine écoulée. Ils ont marché et ont échoué devant l'esplanade du Parlement. Les marcheurs demandent aux députés de plaider auprès du gouvernement pour d'éventuelles réparations. Guillaume Avienou. Ils ont tenu à manifester leur indignation et cela malgré la pluie. Plus de 5 km de marche depuis le 5e arrondissement de Porto Novo pour l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ces manifestants, des commerçants et de petits artisans opérant dans l'informel, dont les échoppes et ateliers ont été emportés par les opérations de libération de l'espace public du début de l'année. Après avoir espéré en vain pendant des mois de possibles relogements, ils sont tous venus exprimer aux députés leur désarroi. Le ministre du cadre de vie, M. José Tonato, a annoncé que les travaux du projet d'aménagement du domaine public vont démarrer à partir du mois d'octobre 2017. Mais nous pensons que la sortie du ministre est venue tardivement et reste encore théorique. Les gens ont été déguerpis, mais il faut les réinstaller. Parce que c'est avec ces petits commerces que les enfants vont à l'école. C'est avec ces petits commerces qu'on soigne et qu'on traite tout le monde. Pour les protestataires, les parlementaires doivent compatir à leur douleur et plaider leur cause auprès du gouvernement. Les conditions de vie du grand nombre semblent se détériorer au jour le jour et ils urgent de leur proposer des alternatives en attendant leur relogement, estiment les organisateurs de la présente marche. La Direction générale des infrastructures du ministère des Infrastructures et des Transports a rasé les dos d'âne érigés sur la voie inter-État Cotonou-Lomé et cela réjouit les usagers qui se plaignaient par ailleurs de l'épaisseur de ces dos d'âne dans les agglomérations. Reportage. Nous sommes ici sur la voie inter-État Cotonou-Lomé. Il y a quelques mois encore, cette route comportait beaucoup de dos d'âne. Mais avec l'arrivée du nouveau gouvernement, tous ces dos d'âne ont été tout simplement supprimés. Aujourd'hui, c'est enlevé pour le bonheur des populations et pour le bonheur de notre économie également. Parce que c'est sur un corridor. Lorsque les transporteurs qui viennent au port pour prendre leurs marchandises, vous leur augmentez la durée de transport par rapport à ces dos d'âne-là,
vous ne rendez aucun service à l'économie. Lorsque vous avez cette dodane, l'obligation de freinage crée des efforts tangentiels aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du dodane. Vous ne faites que accélérer le rythme de dégradation de la route en ces endroits-là. Les usagers, surtout ceux des véhicules à 4 roues, s'en réjouissent. Certains souhaitent que les mesures sécuritaires soient renforcées sur les grands axes routiers. Les forces de sécurité, dans les agglomérations irréelles de Cotonou et environ par ailleurs, ces dodanes sont érigés, mais ils ne respectent aucune norme. Pour les dodanes, moi je vois que c'est pas même, les gens exagèrent trop, on fait les dodanes trop gros quoi. Donc ça empêche les voitures qui sont au bas là. C'est pas bon. Les dodanes, si on veut faire ça, il faut qu'on fasse ça sur une moitié quoi. Quand on fait ça, c'est gros comme ça là, ça empêche les motos aussi. Et non gêné mais alors pas de même les zones y a hamono do et non ba mono zamene ba no jai mono accident grave délai. Le directeur général des infrastructures invite les usagers à s'y conformer. Nous sommes à l'intérieur des villes. Je pense qu'il faut que la population accepte ces trucs-là pour protéger la vie des riverains. Donc moi, je n'ai aucun mal à ce que les dodanes soient réalisés là. Maintenant, c'est trop épais, je n'en sais rien, mais si je compare ça au tronc d'arbre que les populations elles-mêmes disposent sur les voies, je pense que c'est encore beaucoup mieux. Dans nos ruelles et agglomérations, les dodanes sont nécessaires puisqu'ils contribuent à la sécurité des populations. Parlons toujours d'infrastructures routières avec le programme d'action du gouvernement qui entre dans sa phase active, notamment donc dans le domaine de la construction des infrastructures, et c'est dans l'Atakora. Les travaux de bitumage de la route Natitengu-Bukumbe ont démarré au grand bonheur des populations des localités concernées. La cérémonie officielle de lancement des activités a été présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports en présence de son homologue du tourisme, Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. La concrétisation d'une promesse, faire des régions touristiques un pôle d'attraction avec des voies d'accès qui répondent aux normes. Aménager et bitumer la route Natitengu-Bukumbe-Corontière a toujours été proposé, promis avec insistance, mais jamais réalisé. Je voudrais, au nom des populations de la cité des Tétards, dire une fois encore merci au président de la République pour sa parole tenue. L'axe long de 60 km sera exécuté en 30 mois. La route projetée sera constituée d'une chaussée revêtue de largeur 7,20 m, composée de 2 voies de 3,60 m chacune, de 2 accotements de largeur 1,50 m chacun en race campagne et de 2,50 m en agglomération avec, au besoin, des caniveaux. Son Excellence Patrice Talon, tirant leçon des nombreux chantiers lancés et non exécutés antérieurement, a pris la ferme mesure de mobiliser le financement de ces projets avant toute cérémonie de lancement officielle. Loin de jouer aux politiciens, le président garde à l'esprit la parole donnée. C'est un homme de parole et un acteur de développement tout simplement. Fini les courbatures et l'enclavement. Le programme d'action du gouvernement dans l'Atakora va bien au-delà de Bukumbe. Le gouvernement a déjà fait instruire au niveau de la Banque africaine de développement le projet de construction de la route Djougou, Peyonko, Kéru, Banikwara. Nous allons partir de Tanguieta, Batia, Konkombri, Banikwara et Sampekto. Et cette route, elle va être aménagée et les travaux vont démarrer avant la fin de cette année. Nous sommes également en train de nous mobiliser pour l'aménagement et le bitumage du petit tronçon Kota, Kwande, Peyonko
Plus de 69 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation des travaux en cours. Du 29 mai au 1er juin, il se tient à Cotonou un atelier sur les modèles d'affaires des structures de finances décentralisées et c'est un programme de formation qui permettra aux structures de microfinance d'intégrer le digital dans leurs activités. Le reportage est signé Ghislain Pouguet, Alexis Segbemou. Les institutions de microfinance ont entamé leur transition vers le tout numérique. C'est en vue de renforcer les capacités en finance digitale que cet atelier stratégique est organisé. Il s'intéresse au modèle d'affaires des structures de finances décentralisées pour les finances numériques. L'atelier fait partie d'une deuxième phase d'un programme plus global de renforcement de capacités. C'est cette deuxième phase que nous sommes en train d'aborder, à commencer par cette formation qui va permettre à plusieurs systèmes financiers décentralisés d'avoir du soutien pour pouvoir transformer leur offre de services financiers en s'appuyant sur les nouvelles technologies. S'appuyer sur les nouvelles technologies, cela s'impose. Comment s'approprier cette technologie dite nouvelle et s'en servir dans les microfinances? C'est la grande question, vu qu'il est devenu impossible de s'en passer. Il devient de plus en plus difficile pour les institutions de microfinance de laisser de côté la technologie. Les questions les plus importantes, c'est quand et comment s'y lancer. C'est la raison même de cette formation qui permettra aux participants de comprendre les avantages liés à la finance digitale ainsi que les options stratégiques disponibles. Avec cette formation, les responsables des systèmes financiers décentralisés seront capables de choisir le meilleur modèle d'affaires sur la base d'évaluation de l'environnement, de leurs objectifs ainsi que de leurs capacités internes, en identifiant les risques inhérents à la finance digitale et les moyens d'atténuation. Ce nouveau contexte impose la prise en compte de nouveaux déterminants. Avec les nouvelles donnes, vous devez tenir non seulement compte de la réglementation qui régit le secteur, mais vous devez également prendre en compte la réglementation spécifique à la finance digitale. Cet atelier est organisé par le Système des Nations Unies et le consortium Alafia avec l'appui financier de la Fondation Mastercard. Un SOS, il a été retrouvé le 21 mai dernier, un enfant de 8 mois dans la localité de Fignon-Roux, c'est à Godomé. La brigade de gendarmerie a confié cet enfant à l'ONG Aide aux couches déshéritées, entraide et développement. Écoutons le responsable de cette ONG, il est au micro de Iliade Bukovo, Beneli Alokmo et Dine Bouraïma. Ce bébé a été déposé par ses parents à 4 h du matin devant le portail d'un certain Béyonville. Ce dernier ayant fait le constat a alerté la population et ceux-ci l'ont aidé à déposer l'enfant à la police. Le bébé qu'on vous a montré tout à l'heure figure parmi les enfants qu'on a accueillis dans ce mois-ci. Donc nous voudrions passer par le canal de l'ORTB pour lancer un appel à ceux qui détiennent des informations sur la personne du bébé ou ses parents. Pour nous contacter, vous nous contactez au 97 00 48 38, le 95 06 88 47. Restons dans la rubrique Société avec l'organisation non gouvernementale Appui au bien-être social ABS qui était aux côtés de Sogbe et Haïti. Elle a fait don de vivres aux populations de ces deux villages. Blaise Adankbo et Wenceslas Arouaimon ont suivi la cérémonie de don. Des bidons d'huile et des sacs de riz pour les populations de Sogbe et de Haïti dans l'arrondissement de Torikada. Ce don est l'œuvre de l'organisation non gouvernementale Appui au bien-être social. J'ai décidé de faire ici et pour souhaiter la fête aux femmes de Sogbe et de Haïti. Cette première manifestation, c'est de faire des dons de riz, d'huile et de l'argent pour que les dames puissent nourrir leur famille et pour que ça soit un complément alimentaire pour la famille. Un acte de générosité que les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. Ce que je vois ici maintenant, je n'ai jamais vu. Parce que depuis que nous sommes dans le village, il n'y a personne qui a cette idée de venir nous faire de ce sacrifice-là. C'est la première fois qu'on voit ça à Sogbe et à Haïti ici. Nous sommes heureuses car c'est la première fois que nous recevons un don à Sogbe. Nous le remercions infiniment. L'ONG Appui au bien-être social ne compte pas s'arrêter à cette seule action. Elle promet d'étendre ses activités aux autres localités
de l'arrondissement. Les professionnels des médias de Lomé du Plateau ont commémoré en différé l'édition 2017 de la Journée internationale de la liberté de presse, une occasion empreinte de convivialité qui a permis aux journalistes et assimilés des deux départements de réfléchir sur les défis de leur profession. Guillaume Avienou, Patrick Nimanvo. Après de nombreux reports, les journalistes exerçant à Porto Novo et environ se retrouvent pour célébrer le 3 mai la Journée internationale de la presse. Une retrouvaille entre professionnels des médias organisée par le cadre de concertation des professionnels des médias de Lomé et du Plateau pour réfléchir sur les défis liés à l'exercice de la profession de journaliste. Je les vois le samedi matin faire semblant d'entraîner de sport, de faire le sport. Et à 9h, 10h, je les vois dans les bistrots, dans les bons coins, en train de prendre du pété et de la bonne bière, bien fraîche. Entre autres thèmes développés au cours des échanges, l'alimentation du journaliste pour sa bonne santé, comment réagir face à une assignation en diffamation et comment écrire pour éviter les procès. Les juges considèrent comme un affront le fait de les narguer ou de ne même pas daigner répondre. Donc le jour-là, vous vous présentez en compagnie de votre avocat. Voilà. Bon. Et généralement, ça dure. Hein. Vous êtes là à 8h, 39h parfois. On vous appelle à 15h, à 16h jusqu'à 19h. Donc c'est contraignant. Donc globalement, on n'est plus condamné pour les peines privatives de liberté depuis la nouvelle loi. Bon. Mais ceci dit, s'il n'y a pas de flagrant délit ou d'escroquerie. Des rappels d'ordre déontologique et de petites ficelles du métier pour être à l'abri d'ennuis parfois fâcheux, voilà de quoi retourner la rencontre. Elle s'est achevée autour de plats bien garnis. En interactualité, nous allons directement en France. Le premier entretien entre le nouveau chef d'État français et son homologue russe était attendu. Lutte contre le terrorisme, Syrie, droits de l'homme en Tchétchénie et en Russie, intensification des relations bilatérales. Lors de leur conférence de presse commune lundi 29 mai à Versailles, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont évoqué les différents dossiers sur lesquels ils se sont entretenus. Reportage. Sous les ors du château de Versailles, l'ancienne demeure du roi Soleil, avec les honneurs militaires, Emmanuel Macron a décidé sur la forme de flatter Vladimir Poutine. La poignée de main est chaleureuse, aussitôt décryptée sur les télévisions russes qui la trouvent beaucoup plus cordiale et courtoise que celle échangée avec Donald Trump. Emmanuel Macron souhaite relancer le dialogue avec la Russie. C'est un tournant diplomatique après des années d'extrême tension. Face aux caméras, aucun échange ni commentaire. Mais en privé, l'entretien puis le déjeuner de travail vont durer 2h30. À l'issue, pour le symbole, 120 mètres côte à côte dans cette somptueuse galerie des batailles, avant d'entamer une conférence de presse. Sur la Syrie d'abord, Emmanuel Macron pose une ligne rouge, très claire. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Leurs échanges, poursuit-il, ont été extrêmement francs et directs, y compris sur la question des droits de l'homme, les ONG et la répression des homosexuels en Tchétchénie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. Vladimir Poutine, lui, voudrait sortir son pays de l'isolement dans lequel il est plongé depuis l'annexion de la Crimée. Il se montre cordial. Nous avons beaucoup de points communs, de vues partagées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de les intensifier. On retiendra cela dit cette attaque. Emmanuel Macron s'en prend nommément à 2 médias russes pro-Kremlin qui l'ont dénigré pendant la campagne. Une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Sur l'Ukraine, les deux dirigeants se sont entendus sur la tenue d'un sommet pour une désescalade, Vladimir Poutine demandant la levée des sanctions à l'encontre de la Russie. Un début de dialogue donc, c'est ce que soulignent ce soir les médias russes.
avec Hollande, c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Et d'un coup, peut-être c'est une nouvelle ère qui commence, Dieu sait. En attendant, cette journée à deux s'est achevée par une visite de l'exposition sur le Tsar, Pierre le Grand. Et c'est la fin du trajet de ce mardi 30 mai 2017. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi et bonne suite de journée à chacun et à tous.